3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir Clémence. Merci à Sophie Chevalier, gérante allocataire chez Dorval AM. Merci Bonsoir. Sophie, bonsoir. Arnaud Morel, gérant de portefeuille et directeur de la gestion sous mandat de Premier Par AM. Bonsoir. Bonsoir Clémence. Merci d'être là. Alors, on va commencer par l'actu du jour, l'actualité brûlante de la journée, les émissions de dette d'État qui ont pu se faire de façon correcte aujourd'hui. Le spread à 10 ans entre le Bund et l'OAT se maintient aux alentours de 70 points de base. Les marchés ont-ils pris la mesure du risque politique sur le marché obligataire ? Vincent, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors on avait, lors de cette décision surprise du président Macron, dissolution de l'Assemblée, on avait en tête, en référence, 2017 et les inquiétudes du marché sur Marine Le Pen et le risque Frexit avant les présidentielles, et un spread qui avait grimpé jusqu'à 80 points de base en effet. On a touché, on s'est approché de ces 80 points de base, et voilà, depuis on traite un petit peu en dessous dans cette fourchette 70-80. Et effectivement, on est maintenant un peu dans l'attente du premier tour. Donc, un marché qui se calme. Et effectivement, voilà, je pense qu'on pourrait éventuellement avoir assez peu de mouvements d'ici le premier tour, et il faudra attendre les résultats. D'accord. L'entre-deux tours, en revanche, ça pourrait provoquer un peu de volatilité sur le marché obligataire. Oui, puisque déjà, on pourra avoir une idée sur la structure de l'Assemblée nationale. Ouais. Je dois dire que jusqu'à présent, il semble que pas mal d'investisseurs étrangers ne sont pas très inquiets et ont en référence le scénario italien où effectivement on a eu l'accès au pouvoir de Meloni, et le marché qui finalement a constaté que malgré un programme qui clairement était assez menaçant d'un point de vue budgétaire et donc obligataire, en réalité n'a pas été déroulé, et on a eu un comportement plutôt responsable au niveau budgétaire. Et donc le marché est en train de se dire, si l'extrême droite arrivait au pouvoir en France, on pourrait avoir un scénario similaire, surtout que on voit que le Rassemblement national est en train de rétro-pédaler sur pas mal de promesses qui ont été faites. Et des promesses coûteuses en plus. Voilà, des problèmes assez coûteuses. Et on sait que Madame Le Pen aura en tête surtout 2027 et l'élection présidentielle. C'est l'objectif ultime. Et donc voudra éviter ce qu'on a connu en Italie avec Salvini, ou au Royaume-Uni avec Truss, où effectivement une politique budgétaire assez aventureuse avait conduit à des tensions très fortes sur le marché, qui avaient signé en fait la fin de leur... voilà. Donc ils voudront éviter ça, et c'est un peu le scénario qui est qui est considéré par les investisseurs étrangers. Je pense qu'il y a un peu plus d'inquiétude en France, parce que notamment il y a des scénarios alternatifs, et notamment un scénario dans lequel on a un Parlement qui est complètement partagé entre deux gros blocs, bloc de gauche, bloc d'extrême droite, totalement opposés, et ça pourrait conduire à un blocage. Et on sait que très vite va venir le budget 2025, il va falloir envoyer une proposition à la Commission européenne. Nous sommes sous une procédure de la Commission, et donc voilà, on parle là du mois d'août-septembre, mais tout ça va venir très vite. Et donc est-ce qu'on sera en capacité effectivement d'agir et de se mettre d'accord sur ce budget? Donc on a des scénarios alternatifs qui en effet sont un peu plus inquiétants d'un point de vue purement marché. Là, je ne fais pas de politique, et sans considérer la possible réaction sociale et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Sophie, votre avis, vous, est-ce que le marché price bien le risque obligataire ? Il faut quand même rappeler que la dette de la France est quand même largement détenue à l'étranger. Oui, plus de 50% de détention par des non-résidents. Je pense que le marché a, vous le disiez très bien, Vincent, a pricé un scénario médian avec une sortie par le haut, entre guillemets, c'est-à-dire effectivement, on peut avoir une majorité relative du Front National, mais un discours qui a été énormément édulcoré de la part du Front National depuis plusieurs années d'ailleurs. Oui, pas simplement maintenant, mais même à l'approche de ces élections, avec une forme de pragmatisme budgétaire, au regard de l'état des finances publiques, etc. Ça, on le fera plus tard, ça, on le fera pas. Bon, c'est très difficile. Oui,
en l'état, si ça se passe comme ça, entre guillemets, on peut se dire qu'une grosse partie du stress est intégrée dans les prix. Je pense qu'effectivement, la question se posera à l'entre-deux tours. Si on se retrouve avec beaucoup de législatures où on a un représentant du Front National en face d'un représentant du Front Populaire et qu'on arrive effectivement à une situation plus tendue, on pourrait avoir un renouveau des inquiétudes. Mais pour l'instant, c'était très bien dit, effectivement. Les investisseurs, et notamment les investisseurs américains, il y avait un article du Wall Street Journal aujourd'hui, mettent le doigt sur le fait qu'effectivement, il y a du pragmatisme, que le marché, notamment le marché des actions, et surtout le marché des actions, plus que le marché des taux, a pricé très très vite ces éléments. Alors pour référence, si on se concentre sur la partie la plus, entre guillemets, qui pose le plus de questions, les financières, les bancaires. On a une consolidation donc, depuis l'élection de la BNP, qui est donc une des banques françaises les plus importantes et les plus solides, de l'ordre de 14%. C'est exactement la consolidation qui s'est matérialisée sur Intesa Sanpaolo, donc le leader italien au moment de l'arrivée de Giorgia Meloni. Exactement. D'accord. Donc on a joué quelque chose de très similaire. Alors il y a quand même une toute petite différence que nous on souligne et qui amène une légère prudence, c'est effectivement le statut de la dette française. Oui. Le statut de la dette française n'est pas le même que celui de la dette italienne. La dette italienne est finalement assez peu détenue à l'étranger. Il y a même des indices obligataires hors dette italienne, puisque la dette italienne fait très peur depuis très longtemps. Quelque chose de nouveau. Ouais. Donc il y a moins de positions des internationaux sur la dette italienne. Ça pourrait être une variable. D'accord. D'ajustement. Donc on verra. Pour l'instant, les gens ont finalement assez peu bougé. Il y a une relative confiance. D'accord. Mais on n'est pas complètement à l'abri d'une mauvaise surprise. On en a eu. Oui. Le Brexit inquiétait peu. Et puis finalement, il a bien eu lieu. La surprise a été assez mauvaise. Donc. Arnaud, votre avis vous sur le marché obligataire, on reviendra après sur le marché action aussi. Comment est-ce qu'il a été... le risque politique a bien été pris en compte? Oui, par rapport à tout ce qui a été dit, le risque politique semble intégré. On le voit ce matin sur la LGU, qui s'est très bien passée. Elle a été souscrite, comme d'habitude, sur les deux précédentes émissions qui avaient été faites. Ce qu'on voit, c'est le spread qui s'écarte un peu. On est revenu sur le niveau de 2017, mais ce qu'on voit, c'est les rendements qui se maintiennent. On a fait 3,30 sur le pic, là on est à 3,17, donc ça reste correct. Donc ça, c'est les points essentiels aujourd'hui à noter. Sur la partie obligataire, donc la prime de risque a été mise en place. Comme ce qu'a dit Sophie, c'est l'élection d'entre deux tours et voir un petit peu quel sera le jeu qui sera fait sur ces triangulaires. D'accord. Et sur le marché action. Alors, le marché action, où lui, effectivement, comme le disait Sophie, il a quand même réagi très violemment. En une semaine, on a effacé tous les gains de 2024. Faut dire qu'aucun des scénarios envisageables à l'heure actuelle est favorable au marché financier, parce que même si c'était un statu quo sans réelle majorité, dans le meilleur des cas, on pourrait quand même s'attendre à un blocage. Est-ce que ça a été correctement pricé ou au contraire surestimé d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des secteurs qui ont beaucoup souffert, mais d'autres aussi. Est-ce que c'était forcément justifié? Non, vraiment ça s'est fait hormis les 2 premiers jours où c'était un peu une vente massive, les arbitrages qui se sont faits, on va dire, correctement et de façon juste. Quand on le voit, c'est les concessions autoritaires qui ont été très vendues, logiquement, puisque vous avez une détention de l'État à l'intérieur, vous avez des risques de mise en place, on va dire, de pénalités. Ça, c'est chose logique. Le secteur bancaire, logiquement, puisqu'il est drivé par quoi? Par l'évolution des taux d'intérêt. Et si vous avez un peu de volatilité sur la partie économique, parce qu'on ne sait pas où on va aller, on peut avoir un scénario économique qui pâtit dans les prochains mois, on va dire, d'un Parlement, on va dire, éclaté, où les décisions vont être difficiles à prendre. Donc ça va être des thèmes à jouer. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, et graphiquement, ça s'est très bien arrêté. On s'est arrêté à 7580, c'est-à-dire on a comblé les 2 gaps, celui de février et janvier, qui avait été fait sur l'indice. Donc pour l'instant, l'indice en position d'attente et de l'évolution que l'on aura d'ici une dizaine de jours des élections. Mais voilà, ça se fait, je trouve, en tout cas, dans le calme en termes de contre-performance des valeurs et des arbitrages qui me semblent en tout cas logiques à l'heure actuelle et qui se font vraiment dans le calme et de façon coordonnée. Un petit peu ce qui avait été fait à l'époque sur l'indice MIB italien. D'accord. Sophie, votre avis, vous, c'est dans le calme coordonné
Il faut quand même se rappeler, enfin, le CAC est quand même les entreprises du CAC 40, enfin, il y en a quand même beaucoup qui font leur chiffre d'affaires clairement à l'international. Est-ce que celles-là aussi, elles doivent être pénalisées ou est-ce qu'elles sont injustement massacrées? Est-ce que c'est des opportunités d'achat? Alors, injustement, bon. La consolidation, si on prend la consolidation, elle avait commencé avant même l'élection sur certaines grandes entreprises internationales, notamment parce qu'elles sont sensibles à la demande chinoise. Donc, nos grands vainqueurs français, les LVMH de ce monde. Bien sûr, ouais. Donc, je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire un parallèle de cette nature. Une LVMH n'a pas été injustement pénalisée. Elle consolidait pour autre chose. Donc, d'accord. Déjà. Et après, je pense qu'elle a été victime, comme l'ensemble des valeurs, des ventes massives d'ETF, de futurs, de produits dérivés, puisque dans un premier temps, c'est la réaction de la plupart des investisseurs, nous y compris, c'est-à-dire qu'on vient protéger les portefeuilles. On vend des dérivés CAC 40 ou au restructuring de compte, ou peu importe, mais ces entreprises sont très représentées dans les grands indices. Ouais. Donc, elles sont vendues, entre guillemets, à des fins de protection, en attendant de voir effectivement comment les choses vont se passer. Donc, injustement, je ne suis pas persuadée. Il y a peut-être le curseur a été un peu poussé sur certains noms, alors que dans la pratique, on voit qu'il n'est pas si facile pour les gouvernements de mettre en place des mesures confiscatoires sur les résultats des entreprises. On pense notamment à ce que voulait faire Giorgia Meloni en Italie. Elle a été retoquée. L'impôt qui voulait être mis en place par le gouvernement sur les autoroutes, Eiffage Vinci, a été retoqué par le Conseil constitutionnel en France. Donc, on comprend bien que ce n'est pas aussi simple non plus d'aller confisquer l'argent d'entreprises privées, même quand on a une participation d'État d'ailleurs. Donc on verra. C'est normal qu'il y ait une prime de risque. J'aurais tendance à dire qu'au regard de la situation qu'on connaît aujourd'hui et d'une relative dédramatisation, le marché intègre déjà une prime de risque. Pour qu'elle se dégonfle, maintenant, il va falloir effectivement des bonnes nouvelles, et les bonnes nouvelles, c'est plutôt ça le sujet. Alors, pas sûr qu'elles arrivent, et puis je ne serais pas forcément d'accord avec votre lecture qui tend à dire qu'on ne peut pas vraiment avoir de bonnes nouvelles. Non, on peut effectivement avoir un gouvernement qui sera certes fragmenté, mais qui n'a pas d'impact direct sur la vie des entreprises. On ne va pas nécessairement basculer dans un mode confiscatoire. Et si c'est le cas, on était quand même dans une configuration macroéconomique qui tendait à s'améliorer en Europe. Donc on peut sortir du choc politique, on peut sortir du stress politique et entre guillemets, raccrocher les wagons sur un scénario qui reste globalement un peu plus positif à la marche sur l'Europe. D'accord. Vincent, votre avis sur la question, tout n'est pas si noir du coup? Je partage l'avis de madame. Je ne dirais pas que tous les scénarios sont noirs. Je pense qu'il y a deux scénarios qui, du point de vue du marché, sont particulièrement inquiétants. C'est d'abord une situation de blocage total, avec deux gros blocs opposés, comme je l'ai dit, qui rendraient les choses difficilement gouvernables. Et là, on aurait véritablement une crise constitutionnelle, comme on n'en a pas connu sous la Ve République. Donc ça, c'est un scénario qui, je pense, serait inquiétant pour le marché. L'autre élément probablement inquiétant pour le marché, c'est une victoire du bloc de gauche. Alors, on sait qu'on a des sensibilités très différentes au sein de ce bloc, et qu'en l'occurrence, le Parti socialiste probablement pèserait assez lourd, puisqu'ils ont cette fois davantage de candidats, et on sait qu'au deuxième tour, face au Rassemblement national, ils ont tendance à faire beaucoup mieux que LFI. Donc le poids du PS serait probablement assez important, et probablement, je dirais, limiterait la casse en termes de choc d'imposition. Puisqu'on a beaucoup de dépenses dans ce programme qui nécessiteraient un choc d'imposition important qui vraiment inquiéterait le marché. Donc, cette victoire du bloc de gauche pourrait inquiéter le marché avec les bémols dont j'ai parlé. Après, il y a d'autres scénarios noirs, mais typiquement un environnement un peu de guerre civile, sans exagérer. Si on a deux blocs, effectivement, qui s'opposent et qu'on a de la violence dans la rue, ça inquiéterait également le marché. Mais voilà, à côté, on a également des scénarios qui seront... Ça sera visible aux yeux du monde, les JO arrivent, là, c'est pas le moment de... Voilà. Absolument. Mais après, on a d'autres scénarios qui sont effectivement plus calmes et acceptables du point de vue marché. On pense notamment à une grande coalition nationale, même si numériquement, ça semble quand même difficile, même d'avoir une majorité relative, comme
On en a connu avec la coalition qui est en place aujourd'hui. Voir un scénario, comme je l'ai dit, Rassemblement national LR, qui d'un point de vue imposition fiscale, peut-être d'un point de vue purement financier, j'entends bien, serait peut-être moins alarmant pour le marché, même si le programme, effectivement, 2002 du Rassemblement national est quand même assez inquiétant et inconséquent, on va dire. Oui. Alors, est-ce que justement les marchés, eux, ne pourraient pas un peu réguler la chose et appliquer un principe de réalité, hein, parce qu'on a bien vu, il y a eu cette procédure collective lancée par Bruxelles, la Commission européenne, à l'encontre de la France et puis d'autres pays européens qui ont un déficit public supérieur à 3%. Alors, ça n'a jamais été suivi de sanctions encore, hein, mais bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas, cette fois-ci, des sanctions pour la France, si jamais, du point de vue politique, ça devenait vraiment trop compliqué, que le déficit se creusait? Et puis, on a l'OAT. Alors, ça s'est très bien passé ce matin, hein, mais bon, on est encore avant les 2 élections. Est-ce que si, effectivement, les taux montaient, ça aurait quand même une répercussion sur la consommation, etc. Et est-ce que, là, les marchés ne pourraient pas reprendre le pas sur le politique? Oui, alors en effet, alors là, il y a beaucoup de points, notamment, alors on est dans une nouvelle mouture du pacte de stabilité, et donc, qui est supposé être un peu plus ferme sur l'application des règles. En l'occurrence, s'il s'avérait que la France ne jouait pas le jeu, ça nuirait gravement à la crédibilité de ce nouveau système de cadre budgétaire. Ouais. Et donc, ce serait vraiment une assez mauvaise nouvelle au niveau européen. Ensuite, il y a la question du rating de la France. Puisqu'effectivement, vous savez que S&P, cette année, a dégradé la France. On se dit, oh, c'est pas grave, mais bon, jusqu'à quand? À A-, maintenant en ligne avec Fitch. Moody's est toujours un cran au-dessus, avec quand même une probabilité importante de downgrade. Bien sûr. Et on sait que les agences de notation ont tendance parfois à paraître un petit peu complaisantes, mais si le marché accélère, elles vont être obligées, elles sont obligées de suivre. Parce qu'en l'occurrence, une hausse des taux menacerait la stabilité de la dette, la soutenabilité de la dette. Et donc ça, c'est un critère majeur pour les agences de rating. Et donc on pourrait craindre un downgrade vers le single A. Et donc là, on peut avoir des effets en chaîne à surveiller. Puis ensuite, il y a l'impact sur l'économie. Effectivement, comme vous dites, je pense que aujourd'hui déjà, avec cette dissolution, pas mal de projets ont été mis en stand-by parce qu'on n'a pas de visibilité, des projets notamment immobiliers, et donc ça peut freiner l'économie. Comme vous avez dit, madame, on était dans une phase de reprise. Enfin, la zone euro est sortie du tunnel après quasiment 1 an et demi de stagnation. Oui. On a eu un premier trimestre avec une croissance de 0,3%. Est-ce que ce choc politique français ne va pas causer un choc de confiance qui freinerait cette reprise? Cette dynamique, oui, bien sûr. Sophie, votre avis? Je pense qu'on est très sensible parce que ça se passe en France. Oui. On serait moins inquiet. On n'a pas trop de recul. Oui. Voilà, on manque un petit peu de recul, mais les exemples de gouvernements très partagés qui interviennent finalement assez peu sont pas nécessairement mauvais pour la bourse. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer à plusieurs reprises. Mais oui, il y a cette question. Alors, vous mentionniez la question immobilière. Disons que c'est pas de ce secteur-là qu'on attendait la reprise la plus rapide, de toute façon. Oui, c'est vrai. Donc, puisqu'on est encore dans une phase très très difficile avec des niveaux de taux assez élevés. Maintenant, c'est vrai que c'est un élément qui était attendu peut-être vers 2025 et qui finalement, encore une fois, sera un peu retardé. Et c'est un élément construction, immobilier, etc., qui représente une partie de l'activité en France qui est quand même assez substantielle. Tout à fait, oui. Donc, à voir, mais c'est pas... Je dirais que pour nous, enfin, la situation du blocage n'est pas la situation la pire, entre guillemets. D'accord. Arnaud, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on reprend un petit peu, c'était quand même avant cet événement, c'était un petit peu les valorisations, les performances. On voit le secteur cyclique qui était quand même au plus haut et bien valorisé en zone euro. Donc aussi, ça a mis quand même un peu de... les arbitrages étaient logiques. On a eu des derniers chiffres industriels en Europe aussi qui ont quand même... qui étaient, on va dire, moins
intéressant que ce qu'on avait eu sur les séquences précédentes. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, faut revenir sur des actifs un peu plus défensifs au sein des allocations. Pour rebondir, notamment, on peut avoir quand même des risques quand on voit les programmes qui ont été pricés en termes de dépenses, que ce soit sur le Front Populaire, on est aux alentours d'une 30aine de milliards, sur le RN et Renaissance, à peu près la même chose, une 12aine de milliards de dépenses. Enfin, quand on voit un petit peu comment le budget est constitué, hormis le Front Populaire qui arrive au pouvoir, on ne voit pas aujourd'hui un marché prendre et des agences de notation venir, on va dire, perturber le mouvement et la France en termes de notation et de rendement. D'accord. Est-ce que, du coup, c'est encore intéressant d'investir en Europe et en France aujourd'hui? Parce que les multiples actuels sont quand même relativement intéressants. La situation n'est pas si désespérée que ça. Est-ce que c'est une opportunité d'entrée là? Bien sûr. Et puis, n'oublions pas qu'en août 2022, en été 2022, était mis en place par la BCE le TPI, qui est quand même l'outil anti-fragmentation. Ouais, bien sûr, ouais. On l'a pas testé, bien heureusement, mais voilà, on a quelque chose, on a un garde-fou. La BCE a dit qu'elle l'utiliserait pas maintenant. On verra après, mais bon. Après, voilà, on a ça, donc ça c'est bien pour nous en qualité d'investisseurs. Et oui, aujourd'hui, la volatilité qui explose en zone euro, ça donne des opportunités quand même sur certains actifs. Donc il est intéressant de revenir sur des titres. On est revenu par exemple sur Thales. Voilà, gentiment sur les dernières séances boursières. En termes de valorisation, aujourd'hui, on se reste à 13,8 fois en zone euro. Et quand on regarde le relatif par rapport aux États-Unis, on est à 0,7 en termes de PE sur le ratio. Donc, on est au plus bas historique des 20 dernières années. Voilà. Déjà, c'est un plébiscite. Comme ce qui a été dit précédemment, le momentum économique en Europe, quand même, s'améliore. On le voit dans les indicateurs avancés, on le voit dans les surprises économiques. Et, pour ne pas gâcher le plaisir, on a les BPA qui ont été révisés quand même massivement post-publication du premier trimestre de l'année. Donc ça, c'est quand même des choses intéressantes. Donc quand on a une macro qui tient bien, de la micro qui est au rendez-vous, on a une banque centrale qui a fait le mouvement, normalement et logiquement, il est intéressant de revenir sur la zone économique européenne. Voilà. Ah non, mais sans cette dissolution, ça serait on avait un bout là. Tout à fait. Donc il y a le rattrapage aujourd'hui qui est intéressant à toujours retravailler, hormis le mauvais scénario qui est l'avènement du Front Populaire avec une majorité, on va dire, absolue, ce qui semble quand même pas être le cas à l'heure actuelle. Donc on se dit qu'aujourd'hui, au vu du passé, ce qui s'est passé pour le Brexit, ce qui s'est passé en Grèce en 2013 avec l'élection du Premier ministre et en Angleterre, donc on voit un petit peu, soit le marché chasse un petit peu les personnes qui sont au pouvoir, ce qui s'est passé en Angleterre, ou après on fait, ceux qui sont au pouvoir font le travail en fonction des conditions qui sont imposées par les marchés et qui sont logiques et nécessaires en fonction du budget d'un État. Tout à fait. Est-ce que, Vincent, vous en Europe, vous voyez des opportunités avec la volatilité et des valeurs qui sont avec des multiples intéressants finalement? Non, je partage l'idée que les valorisations sont plutôt attractives. Les multiples ne sont pas très élevés. Effectivement, dans un contexte de reprise et de baisse des taux, on pourrait être relativement optimiste, d'autant que les chocs politiques, comme ça, souvent, conduisent à des mouvements de marché brutaux, mais on revient assez rapidement à la normale. Bon, avec un bémol quand même, c'est que je pense que pas mal d'investisseurs se réfèrent à des expériences étrangères. Effectivement, en Italie, on a toujours eu des coalitions qui, in fine, alors même s'il y a eu beaucoup de volatilité et beaucoup de gouvernements qui sont tombés, finalement, on n'arrivait jamais à une situation de blocage. On a connu ça également très souvent en Belgique, avec des résultats plutôt assez favorables. Et donc, les investisseurs se disent finalement, oui, est-ce que ce n'est pas une opportunité d'achat? Moi, encore une fois, ce qui m'inquiète, c'est que on pourrait avoir cette constitution qui est testée. Dans un scénario de blocage qui serait particulièrement pénalisant. Donc à court terme, d'autant que la valorisation quand même des actions françaises, du coup relativement à l'indice européen, n'est pas, elle, particulièrement bon marché. Oui. Donc à court terme, je pense quand même qu'il faut être assez prudent. Et ensuite, en fonction des résultats du premier tour, déjà, on aura un peu plus de visibilité, je pense. D'accord. Et on aura le temps de remettre. Là, on est quand même dans un scénario d'incertitude très, très forte.
On suit une séquence aussi avec un marché qui, fin 2023, début 2024, a très très bien performé. Et donc, je pense qu'on peut s'autoriser quand même une respiration. On a également les élections américaines qui se profilent, bien sûr, oui, tout à fait. qui sont quand même assez menaçantes pour l'Europe, puisqu'on parle de tarifs douaniers pour la Chine sur des niveaux très élevés jusqu'à 60% en cas de victoire de Trump. Mais on sait qu'également, ils viseraient l'Europe et des secteurs notamment comme l'acier, comme l'automobile, comme les produits de luxe. Donc, voilà, je pense quand même qu'on peut s'autoriser une respiration et à court terme, il faut être assez prudent. Nous, on préfère typiquement des actifs comme le crédit investment grade, où on pense qu'effectivement, les rendements euros et dollars d'ailleurs les rendements obligataires sont plutôt orientés à la baisse. D'accord. Ouais. Et en plus, c'est une classe d'actifs assez sûre, qui on voit déjà surperforme les obligations gouvernementales et qui selon nous va bien tenir. D'accord, ok. Et sur les marchés actions, est-ce qu'on pourrait penser flight to quality, où on quitte l'Europe et on va vers les US? Ce serait une bonne idée ou est-ce que justement les PER sont trop élevés là-bas? Ça vaut pas le coup? Là, du coup, c'est vrai que l'Europe a un peu lâché. L'Europe se comportait plutôt très bien cette année et a plutôt lâché là, face aux États-Unis. Il y a un écart de valorisation qui est déjà très important, donc c'est vrai que c'est pas évident non plus d'aller vers les États-Unis. On sait qu'aux États-Unis, on a une concentration qui est également très forte. J'aime à rappeler que les 7 magnifiques, donc 7 actions qui représentent sur un indice de 500 valeurs, le S&P 500, représente maintenant plus du tiers de l'indice en termes de capitalisation boursière. Donc il y a une concentration qui est très forte. Et voilà. Alors, qui est justifié cette performance par des profits assez exceptionnels, notamment de Nvidia. Donc on ne dit pas que c'est une bulle, mais quand même. Pour aller sur les États-Unis aujourd'hui, les yeux fermés, c'est quand même un peu osé, je pense. On pourrait peut-être diversifier davantage et aller vers les marchés émergents qui pourraient bénéficier de ces situations et d'une reprise globale qui semble quand même s'affirmer. Des marchés comme... Alors, la Chine, évidemment, est exposée aux sanctions américaines, mais reste plutôt bon marché. Oui. La Corée, l'Inde, la Malaisie, là, on voit plutôt pas mal de valeurs dans ces marchés-là. D'accord, ok. Sophie, vous, les US, c'est une bonne idée ou vous préférez les émergents? Comment ça se passe? Alors, il y a US et US. Et là, vous le touchiez du doigt. L'extrême concentration du marché américain fait que, par exemple, le S&P 500 n'est pas aujourd'hui un bon indicateur de la santé des entreprises américaines. Si on regarde le S&P Equal Weight, donc, qui est pondéré par le nombre de valeurs et non pas par les capitalisations boursières, on a une valorisation qui est autour de 15-16 fois. Donc on ne parle plus du tout des mêmes écarts de valo avec l'Europe. Il y a des interrogations. Je pense qu'il y a des façons différentes de jouer, effectivement, de s'exposer au marché. Il y a de la valeur encore dans le marché américain. Il y a beaucoup de thèmes qui sous-tendent l'investissement dans le marché américain, l'électrification, etc. Donc il y a plein de sujets qui sont intéressants, qu'on peut adresser, que nous on adresse sur les marchés internationaux. Alors vous me posiez hors antenne et vous touchiez du doigt la question de la Chine. Pour nous, ça reste un sujet très très compliqué, surtout à l'approche des élections américaines. Oui. Et puis en l'état, il faut être honnête, on ne peut pas dire que l'amélioration de l'activité en Chine soit spectaculaire. Au contraire, c'est-à-dire qu'on reste dans une activité finalement qui est difficile, avec le contre-coup d'un choc immobilier d'une ampleur tout à fait énorme, absolument exceptionnelle, enfin qui est comparable un petit peu à ce qui s'était produit au Japon dans les années 80. Donc on a un choc d'une ampleur très très forte, avec un impact très fort sur le pouvoir d'achat des ménages, sur la confiance des ménages, sur l'investissement d'une façon générale. Donc on a un gouvernement qui essaye de mettre en place des mesures, mais c'est très très progressif et relativement difficile. Et puis l'ennemi commun chinois, entre on ne veut plus acheter de voitures électriques chinoises, donc on met des barrières à l'entrée, etc. Enfin, la nature des relations est quand même bien compliquée pour l'instant. C'est difficile aujourd'hui pour un investisseur américain, par exemple, d'aller acheter massivement des actions chinoises. Ça devient très très compliqué, voire interdit. D'accord. Donc en fait, c'est un marché qui est vraiment pas cher, mais c'est ce qu'on disait de la Russie aussi.
Oui. Et on a vu le résultat. Donc il y a une vraie complexité aujourd'hui à vraiment aller déployer du capital en Chine, même dans des mandats internationaux, sauf à avoir des mandats vraiment émergents spécifiques. Ça devient un petit peu difficile à défendre auprès des clients. Donc c'est une question, mais moi j'aurais quand même tendance à préférer une approche équipondérée du S&P 500, enfin du marché américain, pour aller chercher de la valeur au-delà des 5 fantastiques, parce qu'ils sont même plus tellement 7, ils sont même plutôt plus 5. Ouais, c'est oui. Voilà, mais plutôt que d'aller tenter ma chance à la veille des élections américaines. En Chine, c'est compliqué, oui. Arnaud, qu'est-ce que vous en pensez, vous marché américain, on y va ou pas? Il y a la très grosse concentration qui fait peur, l'IA qui phagocyte tout. Tout à fait. Dans nos allocations, sur un mandat équilibré, on est 50% Europe, 50% aujourd'hui États-Unis. Donc le mouvement qu'on fait actuellement, c'est désensibiliser, on va dire, la partie européenne, de maintenir la partie action américaine, mais de ne pas la repondérer de manière supplémentaire à l'heure actuelle. Parce que, comme ce qui a été dit, un phénomène de concentration très important, 30% de l'indice S&P, mais 40% de la contribution cette année de la performance, ce qui était le même cas sur l'année 2023. Et des niveaux de valorisation qui deviennent challenging. Nvidia nous a apporté un peu plus de visibilité. On sait que sur T3, T4, ça devrait aller tranquillement pour délivrer en termes d'IPS et de bénéfices de chiffre d'affaires. Par contre, on sent qu'on peut avoir une petite pression quand même sur le T1 et ça, le marché va commencer à le lire dessus. Et on voit, il y a des éléments aussi aujourd'hui, avoir du Apple à 28 fois les bénéfices. Aujourd'hui, ça prête à question malgré la très bonne performance qu'on a eue sur les 2 dernières semaines. Donc ça ne nous donne pas forcément envie d'aller repondérer la zone américaine à l'heure actuelle. On est plus de se dire, aujourd'hui, on garde du cash, de profiter d'opportunités qu'on peut avoir pendant la période de publication. C'est ça l'élément important quand même, on arrive en période de publication mi-juillet. Avec un de la vol comme à chaque fois. Voilà, et là on devrait avoir les fondamentaux qui reprennent la main. Donc ça devrait aider quand même la zone économique européenne. Je doute qu'à l'heure actuelle, les sociétés revoient un petit peu leurs résultats sur, on va dire, 15 jours, on va dire, de marasme sur la partie européenne. Vous voyez, donc c'est des éléments, donc pas de surpondération. On ne repondère pas la partie américaine. Sur la partie émergente, on est toujours un peu présent, mais de façon diversifiée, que ce soit sur la Chine ou sur l'Inde, même si les niveaux de valorisation prêtent à question. Mais on voit ce mouvement sur le MSCI émergent qui est quand même important. Oui, tout à fait, Post-2020, vous voyez la pondération de l'Inde qui a augmenté de 10%. Oui. L'Inde et la Chine, c'est moins 14%. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Oui, ça bouge beaucoup. Donc ça, aujourd'hui, on est présent sur la partie émergente, mais vraiment de manière diversifiée en se disant la Chine, c'est une opportunité en termes de valo. La croissance est sur la partie Inde et on le voit sur le trend des petites et moyennes capitalisations vraiment où l'Inde participe amplement à cela. On le voit aujourd'hui, on a une centaine de boîtes en Inde qui dépassent les 10 milliards de capitalisation. Ça a été multiplié par 3 sur les années depuis 2020. Donc on voit une forte croissance, une stabilité politique avec le 3e mandat de Moody's. Voilà, plein de choses qui sont aujourd'hui importantes et qui sont un gage, on va dire, de sécurité et de sérénité pour les investisseurs, en tout cas sur cette partie-là. D'accord. Le Japon, vous êtes positionné? Pas du tout? Japon, on maintient les positions, quoique il faut quand même faire attention au momentum économique qui se dégrade quand même assez fortement. Un indice qui a été bien aidé, on le sait, par les réformes mises en place par le gouvernement, les Abenomics et tout cela, le modèle des entreprises qui va sur le modèle américain avec des ROE beaucoup plus importants, le retour aux actionnaires. Mais la devise a bien aidé avec moins 45% sur les 18 derniers. On se dit quand même, le discours de la BOJ, il pourrait bouger début juillet. Ça pourrait, et on le voit quand même sur les dernières séances, ça fait 3 semaines que le Japon ne fait plus rien en termes de performance. Donc on regarde le momentum économique qui semble quand même se dégrader, et la même chose sur les BPA qui se dégradent aussi quand même depuis 2 mois sur les parties des sociétés japonaises. Donc on maintient, mais un petit avertissement à surveiller sur cette partie-là. Très bien. Alors, on va passer à l'or. L'or qui est à peu près toujours à 2350, qui est dans un trading range entre 2300 et 2400 $ l'once depuis de nombreux mois déjà. Alors, il avait été soutenu évidemment par le processus de dédollarisation initié par plusieurs pays, notamment la Chine. Le pays avait importé 234 tonnes d'or en janvier 2024. Il y a eu ensuite les tensions géopolitiques. Il y a eu aussi les tensions géopolitiques évidemment entre Israël et le Hamas, évidemment sur fond de raréfaction de la ressource. Là, on a le risque politique. L'or ne descend jamais. Vous pensez qu'il va rester longtemps comme ça? Oui, alors c'est assez difficile à dire, mais on a des actifs comme ça, l'or ou le bitcoin. Le bitcoin, lui, c'est pareil, il stagne là autour des 60 000. Il ne descend pas non plus. Sur des niveaux, 70, mais, sur des niveaux élevés. Je pense que ça représente différents phénomènes, en tout cas pour l'or. Effectivement, ces questions autour des réserves en dollars.
notamment après les sanctions qui ont été mises en place contre la Russie, puis les tensions croissantes avec la Chine. On peut penser que les pays émergents ont une volonté de réduire la part de l'or dans les réserves, même si dans les statistiques officielles, il n'y a pas non plus un mouvement drastique qui justifie ce niveau très élevé de l'or. Donc ça, c'est un point. Et puis ensuite, il y a le risque géopolitique qui reste très, très prégnant. Bien sûr, ça, c'est important. J'ai pas de vue très forte sur l'or. Je pense que oui, le deuxième phénomène, ça peut représenter également quelque part un certain doute sur la crédibilité des banques centrales. Oui. Après un choc inflationniste très important, j'aime rappeler que sur les 4 dernières années, les prix à la consommation américains ont monté de 20%. Oui. C'est totalement au-delà de l'objectif de la Fed. Donc dans un environnement où les dettes publiques ont beaucoup monté depuis 15 ans, d'abord avec la crise financière, ensuite avec la crise Covid, est-ce que finalement les banques centrales qui à chaque fois viennent à la rescousse ne sont pas prêtes à prendre davantage de risques avec l'inflation? Et on sait que l'or, dans ce cadre-là, est plutôt une valeur refuge. Donc je pense que le niveau élevé de l'or représente ces deux éléments. La partie géopolitique, question du dollar dans les réserves, et cette partie-là. J'ai plutôt tendance à penser que les prix vont rester élevés, mais j'ai pas une conviction très forte sur ce sujet-là. D'accord. Sophie, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un actif de diversification à regarder aujourd'hui, même si les niveaux restent toujours élevés. D'ailleurs, peut-être parce que justement, les niveaux restent toujours très élevés. Alors nous, on n'utilise pas du tout l'or dans nos allocations, donc c'est pas un actif qu'on suit de très très près, mais effectivement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le côté valeur refuge. Il y a suffisamment de tensions d'incertitude, de tensions inflationnistes, de résurgence de tensions inflationnistes pour conduire certains investisseurs à aller se protéger, entre guillemets, dans l'or. Mais je n'ai pas de vue particulièrement forte sur l'or à ces niveaux-là. Arnaud Pour les mêmes raisons, on n'arrive pas à valoriser l'or, logiquement. Donc l'intégrer dans les portefeuilles, l'expliquer, le justifier, le suivre est très difficile pour nous. En ce moment. Donc après, ce qu'on voit, c'est les risques géopolitiques. N'oublie pas qu'on a les élections américaines quand même en fin d'année. On peut avoir un risque quand même sur le niveau d'endettement des États-Unis. On voit quand même un phénomène de dédollarisation quand même qui se passe. On voit les échanges en yuan qui augmentent quand même massivement. On voit le yuan qui est au plus bas, fortement dévalué. Un 10 ans chinois pareil qui est au plus bas des 10 dernières années, si ce n'est historique. Donc du coup, ils essaient aussi un petit peu d'edger. Les banques centrales émergentes achètent énormément et massivement d'or. Ils n'en ont jamais acheté autant. Donc, du coup, c'est une sorte de hedge qui leur permet. Donc, des flux. Alors, on va passer à la dernière question. Quels indicateurs à surveiller selon vous pour au moins ces 3 prochaines semaines? Les signaux à pas louper pendant la campagne des législatives. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les cours? On commence avec vous, Vincent? Je pense que d'ici le premier tour, on va continuer à suivre les sondages, essayer de voir comment pourrait se dessiner cette nouvelle assemblée et voir si des alliances peuvent se dessiner. Mais notamment les comportements après le premier tour sont très importants. Donc, est-ce que on peut penser à ce front républicain, ou est-ce qu'en fait il s'effondre parce que le deuxième tour, on a dans une large mesure le Front populaire contre le Rassemblement national. Encore une fois, je pense que les socialistes bénéficieraient de ce qui reste du Front républicain, ce qui n'est sans doute pas grand-chose. Mais oui, je pense que c'est ce qu'on va regarder de très très près dans les jours qui viennent. D'accord. Sophie, vous, qu'est-ce qui va faire bouger les marchés selon vous là dans les semaines à venir? Je partage vraiment les enquêtes maintenant, et puis l'OAT sera le juge de paix. Exactement. Ce matin, on va continuer de suivre toutes les adjudications. Directement dans le sillage, effectivement, des enquêtes. D'accord. Donc là, c'est juste, on a une période à traverser, effectivement, où on va attendre plus ou moins sagement, et puis on décidera à l'entre-deux tours, j'imagine. Adjudication de long terme, d'ailleurs, si je ne m'abuse, le premier jeudi du mois. Donc ça va arriver. Ça se devrait être entre les deux tours. Donc juillet, voilà, ça pourrait être un moment un peu difficile. Arnaud, les sondages, et aussi on est en début de campagne, donc de voir un petit peu comment évoluent les programmes. On commence à voir, il y en a des rétropédalages sur pas mal de choses, les réformes des retraites, voir un petit peu la constitution du programme,
au moment où on arrive à la partie du deuxième tour et l'évolution du spread. Clairement, ça va être ce qui a été dit, je reprends les termes, le juge de paix sur les marchés financiers. Voilà. Donc clairement. D'accord. Après, je pense que la France est systémique au niveau européen. Mais pas forcément au niveau global. Et d'ailleurs, on voit que le marché américain n'a pas vacillé sur l'annonce de découplage complet. Là. Voilà, donc c'est vrai qu'on est, nous, très concentrés sur les questions françaises. Et je pense que c'est vraiment systémique au niveau européen. D'ailleurs, on va suivre également comment se passent les discussions au niveau européen sur les grandes nominations, notamment au Conseil européen, au Parlement européen, aux affaires étrangères. Voilà, donc ça, ce sera des choses à suivre. Ce qui est sans doute assez rassurant d'un point de vue marché, c'est que la coalition en place au Parlement européen a été confortée. Enfin, elle a été un peu réduite, mais le PPE, en l'occurrence, a plutôt bien performé. Donc ça, au niveau européen, c'est plutôt un facteur de stabilité. Oui. Après, c'est vrai que la direction de la politique européenne, le là est surtout donné par le Conseil européen, donc les chefs d'État et de gouvernement. Et là, c'est vrai que ce qui se passe en France, en particulier, sera très important. Par exemple vis-à-vis de l'Ukraine, mais par exemple également sur le rythme d'intégration européenne. Est-ce qu'on a une accélération ? Est-ce qu'on réagit notamment face à la politique industrielle américaine, chinoise, sur notre retard digital ? Donc là, il y a un ensemble de sujets extrêmement importants pour l'Europe. Est-ce que l'Europe sera en situation de gérer ces dossiers-là ou pas ? Donc ça, au-delà de la politique française, je pense qu'effectivement, ce sera très important pour le marché européen dans son ensemble. On l'oublie trop, mais c'était quand même les élections européennes qui ont eu lieu récemment. Effectivement, ça aura son importance. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir été les invités de Planète Marché aujourd'hui. Merci Arnaud Morel, gérant de portefeuille, directeur de la gestion sous mandat de Premier Parem. Merci Vincent Chignot, directeur de la recherche de Generali Investments. Merci Sophie Chevalier, gérante allocataire chez Dorval AM.